J'espère que vous allez bien, c'est Léopold pour la chaîne YouTube secondaire et aujourd'hui je vais vous expliquer exactement comment est-ce que je construis une conviction avant d'acheter une entreprise, une conviction qui me permet de surpondérer une entreprise de mon portefeuille, de mettre plus de 10, 15, 20% sur une seule entreprise. Et en fait déjà, il faut que vous compreniez qu'il y a une différence énorme entre juste j'aime bien cette entreprise et j'achète cette entreprise. Et la plupart des investisseurs, le problème en fait c'est qu'ils passent de l'un à l'autre beaucoup trop vite. Ils voient une entreprise qui les intéresse, ils regardent le prix en bourse, il regarde 2-3 chiffres sur la partie valorisation et il la rentre en portefeuille. Le problème, c'est que si vous faites ça, en fait, c'est pas de la conviction, c'est de l'intuition, d'accord? Et c'est tout ce que l'on ne veut pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous détailler exactement mon framework étape par étape qui me permet justement de me bâtir des convictions sur les entreprises. Et d'ailleurs, on va dire, c'est ce qui fait 80% de la performance à long terme, c'est d'avoir une conviction. Sans conviction, vous allez complètement paniquer quand le marché va baisser, vous allez revendre trop tôt quand le marché va augmenter, et en fait, vous n'allez jamais vraiment pouvoir surpondérer votre portefeuille. Donc, premièrement, faites comment passer d'une thèse à une conviction. Une thèse, c'est, je sais pas, Standard & Poor's par exemple, je pense que le business va bien se porter parce que le marché obligataire va continuer d'augmenter. Meta, par exemple, je pense que WhatsApp Business va nous délivrer un relais de croissance. C'est un point de départ, mais c'est pas suffisant. Et quand je vous parlais de thèse, de passer d'une thèse à une conviction, c'est qu'en fait le problème d'une thèse, c'est que tout le monde peut en avoir une. Et pour la transformer en conviction, il faut que vous challengiez votre thèse. Il faut que vous mettiez à mal votre thèse. Et si elle tient toujours, là vous commencez, enfin vous tenez quelque chose, ok? Et en fait, la différence entre une thèse et une conviction, c'est qu'une thèse, quand l'action va faire moins 50%, moins 20%, vous allez tout vendre. Alors qu'une conviction, vous allez renforcer. Et c'est pour ça que je vais vous documenter maintenant, je vais vous donner plutôt voilà, les trois points finalement qui me permettent de vraiment monter en compétence sur une entreprise assez rapidement pour me construire tout simplement une conviction. Le premier, en fait, c'est évidemment comprendre le business model en profondeur, pas en surface, en profondeur. En fait, vous devez être capable d'expliquer en 3 phrases comment l'entreprise gagne son argent, pourquoi ses clients finalement ne peuvent pas partir, ce qui protège ses marges pendant 10 ans. Je sais pas, encore une fois, c'est des questions super simples, mais ce que je dis tout le temps, c'est que si jamais vous voyez par exemple que votre entreprise a un RE de 15%, que la concurrence, on est, je sais pas, à 7%. Il faut absolument que vous répondiez à une question qui est très simple, mais qui est, ok, qu'est-ce qu'on fait mieux que la concurrence? Qu'est-ce qui n'est pas réplicable? Qu'est-ce qui fait que nous, on arrive à avoir un retour sur investissement de 15% avec la concurrence, on est à 7%. Une fois que vous avez répondu à ces questions-là, vous commencez à comprendre comment est-ce que votre entreprise, enfin l'avantage concurrentiel de votre entreprise. C'est super important et c'est une fois que vous avez fait cette étape-là, que vous comprenez vraiment la partie chiffres, que vous pouvez aller à l'étape suivante qui va être en fait déterminer un bear case. Moi j'ai eu un problème de caméra donc je reprends. Effectivement, une fois que vous avez validé l'étape 1 qui va être de comprendre réellement le business model et comment votre entreprise elle génère de l'argent, vous pouvez aller à l'étape 2 qui va être de vraiment déterminer le bear case. Avant de déterminer finalement pourquoi et comment mon entreprise va augmenter, je détermine déjà pourquoi et comment est-ce que mon entreprise pourrait littéralement tout perdre. Je sais pas, sur FICO, c'est le risque réglementaire. Sur Meta, c'est la section 230 et toute la partie, on va dire, enfin les 2000 procès en cours sur cette partie-là. Sur Standard & Poor's, c'est la partie ralentissement des émissions obligataires. Sur MSCI, concurrent Standard & Poor's, là, ça va pas être la partie obligataire, ça va être plutôt la partie marché action parce que MSCI est massivement exposé sur la partie FIS, sur la partie ETF, les actifs sous gestion. Donc si les marchés actions baissent, MSCI va en être beaucoup plus impacté que Standard & Poor's. Ok. Et en fait, une fois que j'ai déterminé ça, je vais me poser la question, est-ce que le bear case de mon entreprise remettrait en cause le business model de mon entreprise? Je vous explique ça parce que c'est fondamental à comprendre et si vous raisonnez comme ça, je vous garantis que tout va changer dans votre perspective que vous avez de l'investissement. Je vais vous prendre deux exemples très simples. Texas Pacific Land, donc TPL d'un côté, et je vais vous prendre également de l'autre côté Adobe. Quel est le bear case de TPL? TPL, c'est une boîte au Texas qui possède des terrains sur lesquels les majors pétrolières vont louer ces terrains-là pour extraire du pétrole. Donc TPL est rémunéré en royalties, on a des marges nettes de 50%, on n'a quasiment aucun coût variable, il n'y a que des coûts fixes, donc avec des marges nettes de 50%, à savoir il y a quasiment zéro coût fixe, on n'a quasiment pas de réinvestissement. Donc le bear case de TPL, c'est que le baril du pétrole s'effondre. Bon, ok, si le baril du pétrole s'effondre, effectivement les majors pétrolières vont lui payer beaucoup moins de redevances et vont sur la plupart des terrains en fait mettre en arrêt la production. Donc TPL
son bénéfice net va effectivement baisser, mais est-ce que ça remet en cause le business model? Est-ce que ça remet en cause la pérennité de l'entreprise sur les 10, 15, 20 prochaines années? Absolument non, c'est juste un cycle baissier. Quand le baril va remonter, ça va repartir. Alors que par exemple, si je prends le cas de Adobe, le bear case d'Adobe, c'est littéralement que l'IA commoditise la partie SaaS, que l'IA arrive et qu'en fait on se dise que oui, les SaaS c'est toujours indispensable, mais on peut générer un SaaS en claquement des doigts et donc le pricing power de Adobe, le modèle de pricing d'Adobe va radicalement changer. On va passer d'un modèle par exemple où là on paye actuellement par mois, par année pour les logiciels, à un modèle où on payerait simplement par utilisation. Donc les marges pourraient diviser par 2, par 3, par 4, la rentabilité également, le réinvestissement également. Donc ça remet fondamentalement en cause le business model. Et si je valorise actuellement Adobe avec le business model actuel, mais qu'en fait mon bear case potentiellement changerait totalement le business model, ben, en fait, j'ai une visibilité qui tombe à zéro. C'est pour ça que je préfère passer mon tour. Pas parce qu'Adobe est une mauvaise entreprise, parce que le bear case pourrait remettre en cause toute la thèse que j'aurais potentiellement fait. Alors qu'encore une fois, ce n'est pas le cas sur des boîtes comme TPL. Donc, allez chercher des business qui, même dans le bear case, ne changeront pas radicalement. Et il y en a énormément, ok? Et c'est là où vous devez vous focaliser. Ensuite, pour l'étape numéro 3, une fois que vous avez identifié le bear case, vous allez calculer le bear case. C'est super important. Vous prenez votre scénario bear case, vous le mettez dans un DCF, dans votre système de valorisation et vous regardez le rendement annualisé à 5 ans, si jamais il se produit, que vous aurez sur votre entreprise. Personnellement, si c'est en dessous de 6-8%, je passe mon tour. Si c'est au-dessus, j'envisage un achat. Alors après, parenthèse, évidemment, il y a des exceptions. Sur pas mal de boîtes, parfois, je les ai achetées quand c'est en dessous de 6-8% de rendement en bear case. Et en fait, c'est également dans ces cas-là que je vais passer sur des calls LIPS de long terme la plupart du temps. D'accord? Ensuite, l'étape 4, ça va être d'écrire la thèse. Il faut absolument que vous écriviez une thèse noir sur blanc. Écrivez-la réellement, c'est super important. Pourquoi est-ce que vous achetez l'entreprise? À quel prix? Quel est le bear case? Quel est le rendement attendu? Quel est le rôle que cette entreprise-là va avoir dans votre portefeuille global? Et quand je dis que c'est l'étape la plus importante, c'est parce que ça va vous prendre même pas 15 minutes et ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur votre entreprise. Et vraiment, faites-moi confiance, c'est hyper important et ça changera tout dans votre gestion de portefeuille et en fait, dans les performances que vous allez en avoir. Et d'ailleurs, je peux vous faire le parallèle avec comment dire, avec la salle de sport. Ça n'a rien à voir avec la finance. Mais si par exemple vous vous entraînez à la salle de sport et que vous prenez ça au sérieux, vous n'aurez pas d'autre choix que de noter soit sur l'application Notes ou directement sur un cahier, en fait, le suivi de votre séance, c'est-à-dire quelle répétition, enfin combien de répétitions vous avez fait, avec quel poids, avec quel taux de repos. C'est ça qui va vous permettre de tous les lundis, par exemple, si vous commencez le lundi, en fait, d'avoir une vue d'ensemble complète sur la précédente séance et de pouvoir ajouter 2 kg, 3 kg sur chacune des répétitions pour avoir cette fameuse surcharge progressive. Et justement, si je prends mon exemple, personnellement, moi je le fais pas. Je vais à la salle de sport, mais je le fais pas parce qu'en fait, c'est pas justement ma priorité. Parfois, pendant une semaine, 2 semaines, je vais pas à la salle de sport. Parfois, j'y vais. En fait, voilà, c'est pas ma priorité. J'ai d'autres priorités, donc c'est juste quand j'ai le temps, j'y vais. Et là, vous qui regardez cette vidéo-là, j'imagine que la partie investissement, c'est votre priorité, mais que vous ne faites pas ce travail-là. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Si c'est votre priorité, vous ne pouvez pas vous passer de noter la thèse que vous avez sur votre entreprise. Et vraiment, si vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo-là, au sortir de cette vidéo, il faut absolument que vous ayez sur chacune des positions que vous allez intégrer dans votre portefeuille une thèse écrite dessus. Parce que si vous ne faites pas ça et que les marchés commencent à baisser, c'est là où les problèmes vont commencer à arriver. Alors que si les marchés baissent et que vous avez une thèse sur chacune des boîtes dans votre portefeuille, vous aurez simplement à aller chercher et creuser les raisons qui font que votre entreprise a baissé et comparer ces raisons-là à votre thèse d'achat, à votre thèse de départ. Et de regarder froidement, est-ce que ça remet en cause cette thèse de départ? Est-ce que ça change le business model? Et bien souvent, la réponse, ça sera non. Parce qu'en fait, le marché, il panique. Parce que le marché réagit plus aux émotions que vraiment aux data et qu'aux chiffres. D'accord? Et donc, en fait, ça vous permettra d'être beaucoup plus serein d'esprit. Et d'ailleurs, là-dessus, envoyez-moi sur Instagram thèse et je vous enverrai moi mon framework total. En fait, c'est un truc, c'est un fichier copier-coller où vous pourrez vous-même du coup à chaque fois, vous aurez un modèle pour écrire une thèse sur chacune de vos entreprises. Donc envoyez-moi sur Instagram, je vous le donne personnellement, je vous l'envoie personnellement, d'accord? Et enfin, je vais vous montrer exactement comment est-ce que tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo-là, je le mets concrètement en application avec mes achats. Je vous prends l'exemple de Meta, c'est le dernier achat que j'ai fait. Donc Meta a baissé de moins 30% et j'ai commencé à deep dive le business. Donc j'ai commencé par la partie 1 que je vous ai expliqué dans cette vidéo, à savoir comprendre le business et créer sa thèse. Donc là, comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allé voir tout simplement quelle est la thèse sur Meta. La thèse sur Meta, c'est 3,5 milliards d'utilisateurs. C'est une partie publicité quasiment irremplaçable et juste énorme par rapport à tout ce que fait la concurrence et extrêmement rentable. Et également, c'est toute une partie IA qui, plus l'IA s'améliore, plus Meta en bénéficie et plus Meta gagne de l'argent. Ensuite, quel est le bear case?
le bear case, c'est la partie procès, la section 230, donc la partie procès en cours actuellement. C'est également la partie CAPEX. Les 130 milliards d'euros, enfin de dollars qu'ils injectent dans l'IA, ça fait partie du bear case. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de retour sur investissement sur cet argent-là? Mais encore une fois, c'est là où vous comprenez que est-ce que si jamais Meta, effectivement, ils n'ont pas de retour sur investissement sur ce CAPEX, est-ce que ça va changer réellement le business model de Meta? Est-ce que ça va remettre en question la pérennité? Est-ce que ça fait que Meta, finalement, dans 5 ans, ça va faire faillite? Mais non, pas du tout, d'accord? C'est juste qu'on n'aura effectivement pas la rentabilité qu'on en avait attendu, mais ils ont simplement arrêté de réinvestir et c'est bon. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Meta, c'est un risque de, ok, on génère du cash, on le réinvestit et potentiellement, on fait moins de rendement qu'attendu. Alors que d'autres entreprises, c'est le risque, en fait, il vient directement. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à générer du cash? Là, c'est pas ça. Là, la problématique est juste dans le bas du tableau. Elle est dans le bas du tunnel, de simplement, ok, est-ce que potentiellement on aura une bonne ou une mauvaise rentabilité sur le cash investi? Mais dans tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça met en cause la capacité dans le haut du tunnel, dans le haut du tableau, à générer de l'argent? Et pour Meta, ça n'est pas remis en cause. Ok, l'entreprise est vraiment extrêmement bonne. Donc ensuite, je calcule. Une fois que j'ai la thèse, j'ai le bear case, je vais calculer le rendement avec le bear case. Moi, dans mon exemple, la partie bear case sur Meta, eh bien, ça me donnait une rentabilité à peu près flat. Ok. Par contre, le base case, ça me donnait une rentabilité d'entre 10 et 12%. Et le bull case, ça me donnait une rentabilité sur ma valorisation avec les scénarios que j'en avais mis dedans, entre 19 et 20%. Donc ensuite, je pondère ces trois scénarios. 20% bear case, 55% base case et 20-25% de probabilité d'avoir le bull case et ça me donne à peu près une valorisation de 10, enfin un rendement de 10% par an. Donc j'ai acheté Meta. Mais là encore, je n'ai pas acheté Meta en direct. J'ai acheté Meta avec un call de long terme pour justement réduire cette exposition au risque du fait justement du bear case. Si jamais il se produit, ça fait ça fait un rendement flat. Donc la marge de sécurité n'est pas énorme. Mais pourtant, c'est une valorisation qui est quand même extrêmement bonne si jamais le bear case il est délivré et si le bull case également. C'est-à-dire qu'en fait, si on exclut le bear case avec le problème du capex et le problème du procès, c'est une boîte qui, au niveau auquel j'ai acheté, j'ai gagné beaucoup d'argent. Si jamais par contre ce bear case là se valide, je serais bien content d'être rentré directement avec un call, puisqu'en fait ça va me permettre de renforcer. Également, si jamais ce bear case se valide, comme ça ne va pas remettre en cause le business model de Meta, ça veut dire qu'en fait le seul problème, ça sera que je l'aurais payé trop cher. Mais si la boîte d'ici là baisse de 50%, ça veut dire que la valorisation auquel je pourrais l'avoir, on va dire dans 6 mois, si le bear case se valide, j'aurai une valorisation qui prendra en compte le scénario bear. Et donc là, je pourrais directement renforcer. D'accord? Et inversement, si jamais j'achète une entreprise, je valorise du Adobe, qu'il y a le bear case qui se produit, en fait, même si l'entreprise baisse encore une fois de 50%, je ne vais pas renforcer puisque le bear case peut encore une fois remettre la pérennité et remettre en question le business model. Ok? Très important. Et en conclusion, il faut que vous compreniez que la conviction, ça ne se trouve pas. Vous n'allez pas vous réveiller un bon matin avec des convictions sur votre portefeuille. Non, il va falloir que vous le construisiez. Donc, en comprenant le business model en profondeur, en testant le bear case, en calculant un rendement pessimiste et en écrivant une thèse. Et si vous ne pouvez pas faire ces 4 étapes-là, en fait, vous n'avez pas encore la conviction. Et sans conviction, vous allez vendre au premier moins 20%. Ok? Et c'est pour ça, je terminerai là-dessus, qu'en fait, la différence entre une personne qui surperforme le marché à long terme et une personne qui fera partie des 90% des gens qui sous-performent et qui vont sous-performer à long terme, c'est pas simplement de savoir lire 2-3 rapports annuels ou de savoir lire un compte de résultats. Parce que ça, en réalité, entre guillemets, c'est très simple à faire. Tout le monde peut le faire et quasiment tout le monde le fait. Non, en fait, c'est au-delà de ça. Ça va être en fait tous ces petits détails-là, ça va être de mettre en application tous ces petits détails. Déjà, la partie, donc évidemment, oui, compétences, connaissances, maîtriser parfaitement tous les outils à votre disposition, la partie options, la partie small cap, la partie vraiment portefeuille, bref, la totale. Et ensuite, également, ça va être toute la partie en fait qui va être au-delà de tout ça. Comment est-ce que vous allez réellement construire chacune des thèses sur vos positions, comment est-ce que vous allez gérer le suivi de votre portefeuille sur le très long terme. En fait, c'est vraiment c'est toute une, tout un écosystème en fait de choses qui fera qu'effectivement en fait à la fin par rapport à juste une personne qui lit ses états financiers mais qui est déjà c'est déjà bien, d'accord. En fait, vous êtes à des années-lumière et c'est pour ça que dans le mentorat, la majorité des gens littéralement surperforment le marché parce qu'en fait justement on leur donne tout ça, on leur montre exactement comment est-ce qu'il faut mettre en place tout ça et encore une fois c'est pour ça qu'on a des résultats juste exceptionnels. Et même pour moi le call, encore une fois, que j'ai acheté sur Meta, j'ai déjà littéralement $8000 de plus-value
dessus, j'ai tout documenté sur ma chaîne YouTube. Sur Google, j'ai mis 12 000 dans la machine, j'en ai récupéré 50 000 avec la partie options call de long terme. Imaginez si je ne connaissais pas les options. Imaginez si je ne connaissais pas les small caps, parce qu'en fait, je ne vais pas dessus, parce que je ne suis pas assez compétent. Imaginez que j'ai pas de test de départ, enfin, j'ai pas de test d'achat. Quand une entreprise baisse, en fait, je sais pas vraiment. Je vais renforcer, mais pas trop, parce qu'en fait, je sais pas vraiment ce que j'ai dans le portefeuille. Quand ça va augmenter, je me dis, ah, bah, peut-être que notre entreprise est peut-être meilleure, donc je vais la vendre, je vais racheter. Vous voyez bien que là, je suis en mode touriste, je suis en mode Club Med, ça fonctionnera jamais comme ça. Et pourtant, la majorité des personnes gèrent leur portefeuille comme ça, et c'est pour ça que c'est catastrophique, et c'est pour ça qu'il vous faut absolument une vraie méthode, d'accord? Et si vous voulez en fait qu'on implémente ensemble toute cette partie-là dans votre portefeuille, qu'on construise vraiment quelque chose de très très solide à long terme, candidater pour le mentorat, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire sur les 20 prochaines années, évidemment. Et donc nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Léo, ciao.